Alors, bonjour à tous, Thierry Sirdet, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce troisième webinaire organisé par l'ANSM dans le cadre de la mise en application du règlement sur les dispositifs médicaux. Sujet du jour important, très vaste et sur la qualification et la classification des dispositifs médicaux et un focus particulier sur le DM in-house, qui est une nouveauté du règlement en matière de dispositifs médicaux. Je vous remercie encore une fois d'être présent. Les échanges seront possibles via le chat uniquement pour poser des questions et une équipe est présente sur place pour relever ces questions et y répondre. Donc, trois intervenants, trois présentations sur ces questions de qualification et de classification avec un focus particulier sur les logiciels et ensuite sur la réglementation et des DM in-house. Encore une fois, le but est d'être interactif par le biais de ce chat et les questions que vous pourrez nous apporter. Alors certaines, on y répondra en direct et puis les autres nous permettront aussi, par l'intermédiaire de la constitution d'une fac, de continuer à avoir ces échanges. Sans perdre de temps, je vais tout de suite passer la parole à Thierry Thomas qui fera cette première présentation. Thierry, je te donne la parole. Oui, bonjour. Donc en fait, c'est une présentation que l'on va faire à deux voix avec ma collègue Valérie Soumet. Donc le premier sujet concerne la qualification et la classification des dispositifs médicaux. C'est un sujet effectivement important parce que bien déterminer sa classe et bien qualifier d'abord son produit est un travail essentiel, hein, qui conditionne finalement le processus CE dans sa globalité. Donc juste pour rappel, en fait, la qualification-classification est une activité qui nous occupe énormément, alors surtout dans ce contexte règlement. C'est un travail qui se fait avec les autres autorités compétentes européennes, mais également avec la Commission, avec avec l'objectif donc de produire un certain nombre de documents qui serviront de guide donc pour fabricants et organismes notifiés. Slide suivante, s'il vous plaît. Slide suivante. Voilà, merci. Donc, on vous propose aujourd'hui le sommaire suivant. Donc, une première partie sur l'objet et le champ d'application donc du règlement DM. On va principalement y aborder les sujets de qualification. Ensuite, une partie sur la classification des dispositifs médicaux. Je passerai ensuite le relais à ma collègue donc Valérie Soumet pour évoquer la qualification des logiciels dispositifs médicaux, la classification des logiciels dispositifs médicaux, et on finira avec une slide, un peu slide de conclusion pour cibler les outils et interlocuteurs à disposition pour vous aider. Slide suivante. Alors, il faut, dans ce domaine, bien rappeler qu'il appartient au fabricant de déterminer le statut juridique applicable à son dispositif en fonction de la destination qu'il assigne au dispositif médical. C'est un point extrêmement important. C'est bien la destination assignée par le fabricant à son dispositif médical qui permet de qualifier le produit donc de dispositif médical. La destination, elle est définie donc à l'article 2.12, l'article qui traite des définitions dans le règlement, comme l'utilisation à laquelle un dispositif est destiné d'après les indications fournies par le fabricant sur l'étiquette, dans la notice d'utilisation ou dans les documents ou indications publicitaires ou de vente, et comme celle présentée par le fabricant dans l'évaluation clinique. Donc là, c'est également un point extrêmement important, c'est-à-dire que pour déterminer la qualification d'un produit, on va exploiter
les informations qui figurent sur l'étiquetage, la notice, mais également dans tout document d'accompagnement publicitaire ou autre qui sont générés par le fabricant. Et donc, à ce titre d'expérience, on a pu constater que les messages pouvaient être différents entre notices et supports promotionnels. Donc, c'est un point d'attention. Et le dernier point donc, de cette slide, c'est donc l'usage fait par l'utilisateur n'est pas la destination d'usage. Donc, un mésusage ne permet pas de qualifier un produit de dispositif médical. Encore une fois, seule la destination d'usage définie par le fabricant permet donc de qualifier. Slide suivante. Alors, le statut ou la classe d'un dispositif peut parfois être sujet à débat. Je pense que tout le monde en ligne le sait bien. Il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des différends qui peuvent apparaître entre fabricants et organismes notifiés, entre fabricants et autorités compétentes d'ailleurs également, puisqu'on est régulièrement consulté. Il peut y avoir des différends entre autorités compétentes. On n'est pas toujours d'accord sur la qualification d'un produit. Donc, il faut savoir qu'il existe un processus de discussion européenne qui est en place, qui fonctionne, et dont l'objectif est d'avoir une vision homogène en Europe. Donc, notamment par l'intermédiaire d'enquêtes. Je vous ai mis là sur la slide quelques chiffres. Donc, au niveau agence, on traite entre 23 et 28 enquêtes européennes par an. Donc, que ce soit des enquêtes que l'on reçoit ou des enquêtes que l'on génère et envoyer à nos collègues européens. Donc, une enquête, c'est un exercice long, complexe, qui prend énormément de temps. Donc, outre l'analyse du dossier, eh bien, l'enquête est expédiée à différents États membres. On en fait une synthèse des retours. On écrit un summary, un résumé donc des retours des différents États membres. On renvoie ce summary aux États membres. On finalise ensuite un document que l'on anonymise pour transmission ensuite aux stakeholders. Et en retour, on effectue une synthèse de l'ensemble donc des commentaires qui peuvent être faits, transmission à la Commission européenne, injection dans le groupe Borderline, avec éventuellement d'autres discussions pour obtenir un consensus. Voilà. Et donc, la donnée de sortie, c'est une écriture dans le manuel Borderline. C'est donc effectivement un processus qui prend du temps, qui n'est pas d'ailleurs toujours couronné de succès. Il peut persister des désaccords. En titre d'exemple, les réseaux de gaz. Je pense qu'en Europe, on n'a jamais réussi à se mettre d'accord sur le statut de ces produits. Voilà, donc il faut être conscient que c'est un sujet extrêmement compliqué et qui nécessite énormément d'échanges. Donc, outre les enquêtes, on traite 327 dossiers en moyenne par an à l'agence de demande, donc que l'on reçoit directement sur notre boîte générique, donc des dossiers qui proviennent essentiellement des fabricants, mais qui ont effectivement pour objectif de déterminer la qualification ou la classification d'un dispositif. Slide suivante. Alors, on ne peut pas parler qualification et classification sans jeter un œil sur la définition de dispositif médical, même si celle-ci n'est pas forcément facile à lire. L'intérêt, c'est d'essayer de voir la différence qui existe entre la définition qui figure dans le règlement et celle qui était présente dans la directive précédente. Donc, dans la rédaction de cette définition, on n'a pas de modification majeure, mais plutôt des clarifications. On voit que le mot réactif a été ajouté. Donc, les DM-DIV sont des DM, comme indiqué donc, dans la définition du DIV dans le règlement DIV. On parle dorénavant de fin médicale précise. Le mot prédiction a été ajouté également. De même, on a l'ajout du mot pathologique au 3e alinéa. Et on a également le terme communication d'information. En fait, donc le fait de donner un résultat relève du statut d'EDM. Et donc, d'après le guide MDCG,
quand les résultats fournis sont issus de DM div, les logiciels sont donc DDM, donnant ce type d'infos div sont DDM div. Slide suivante. Donc, dans la suite de la définition, on a également des clarifications. Alors, le mode d'action principal d'un dispositif médical donc, ne peut pas être obtenu par des moyens pharmacologiques ou immunologiques et métaboliques. Donc, cela existait déjà dans la définition donnée par la directive. Ce qu'il faut savoir, c'est que des définitions précises de ces modes d'action pharmacologiques, immunologiques et métaboliques sont en cours de rédaction et apparaîtront dans un guide européen. La fécondation in vitro est également clairement citée, puisqu'on voit donc les DM destinés à la maîtrise de la conception ou à l'assistance de celle-ci. Donc ça, c'est un élément qui est nouveau par rapport à la définition qui figurait dans la directive. Les dispositifs de nettoyage et désinfection de dispositifs médicaux étaient déjà considérés comme des DM par le MedDev. Désormais, ils apparaissent dans la définition donc, du DM et on a donc les produits spécifiquement destinés au nettoyage, à la désinfection ou à la stérilisation de dispositifs médicaux, de leurs accessoires et des produits de l'annexe 16 et de ceux donc visés au premier alinéa, c'est-à-dire les FIV. Slide suivante. Associé à la définition de dispositif médical, on a également la définition d'accessoires, qui est donc à l'article 2.2 du règlement. Donc, ce qui est nouveau, c'est que la définition est élargie, puisqu'elle intègre désormais les dispositifs qui contribuent spécifiquement et directement à la fonction médicale. Il n'y a donc pas que la notion de nécessité à l'usage. La contribution peut être sur l'amélioration des performances ou de la sécurité, ou apporter une fonction supplémentaire à un dispositif médical. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'un porte-seringue de protection anti-piqûre qui peut être considéré comme accessoire de la seringue. Ou un système donc, pour aider à l'utilisation d'un DM peut rentrer également dans la définition de l'accessoire ou quelque chose qui améliore l'usage d'un dispositif médical. On peut également citer les produits de tatouage pour radiothérapie, qui peuvent être considérés comme accessoires. Slide suivante. Alors, passons maintenant aux produits qui sont exclus du règlement. Donc, en premier lieu, les matières biologiques viables donc, sont exclues, animales ou humains. Donc, les greffons, dans ce cas, d'autres réglementations peuvent s'appliquer. Par exemple, le règlement 1394-2017, MTI, donc les médicaments de thérapie innovantes. Et si ce dernier ne s'applique pas, on peut également utiliser la directive tissus-cellules. Deuxième point, les micro-organismes, bactéries, champignons, virus, et les produits qui en contiennent sont également exclus. Les tissus et cellules d'origine humaine non viables. Donc, dans ce cas, la directive tissus-cellules 2004-23 relative aux dons et sécurité pour les dons de tissus et cellules humaines peut s'appliquer. Slide suivante. Concernant les inclusions maintenant, donc certains produits sans finalité médicale sont inclus dans le champ d'application du règlement. Il s'agit donc des produits qui sont listés à l'annexe 16. Il faut savoir que cette liste peut encore être modifiée par la Commission par un acte délégué. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que les produits à double destination, donc médicale ou non, doivent respecter les exigences des deux destinations, médicale et non médicale. Comme indiqué tout à l'heure, les tissus et cellules non viables sont exclus donc, du règlement, mais les dispositifs qui incorporent des tissus et cellules d'origine humaine à titre accessoire ou des dérivés à titre accessoire sont inclus, de même que les dispositifs constitués de dérivés
s'ils répondent à la définition de dispositif médical quant à leur action principale. Donc, juste un petit point sur la définition. La définition de dérivé, vous allez la trouver toujours dans l'article 2.17. Donc, le dérivé est défini comme étant une substance non cellulaire, extraite de tissus ou de cellules d'origine humaine ou animale par un procédé de fabrication. La substance finale utilisée pour la fabrication du dispositif, dans ce cas, ne contient aucune cellule ni aucun tissu. Enfin, en inclusion sur cette slide, les dispositifs dits in-house. Je ne vais pas vous en dire énormément puisqu'il y a une présentation prévue donc, lors de ce webinaire sur le sujet. Pour autant, voilà, c'est l'article 5.5. Les établissements donc, de santé peuvent fabriquer des dispositifs médicaux sur certaines conditions pour les besoins d'un groupe cible de patients qui ne peuvent pas être couverts par un dispositif équivalent disponible sur le marché. Dernier petit point qu'on peut citer, ce sont les dispositifs médicaux à usage unique retraités, donc prévus à l'article 17 du règlement. Donc, les États membres peuvent autoriser le retraitement et la réutilisation dans certaines conditions qui sont prévues par le règlement. Pour l'instant, c'est interdit en France. On voulait également, donc, du coup, profiter de cette partie inclusion pour faire un focus sur les dispositifs de l'annexe 16, donc dispositifs sur les produits sans finalité médicale. Donc, sont notamment listés dans cette annexe les lentilles de contact dites cosmétiques ou articles introduits dans l'œil. Donc, ne couvrent pas. Alors, il y a toujours des exceptions. Par exemple, ne couvrent pas des lentilles qui, possiblement, si elles existent, auraient une fonction active. Les produits destinés à être totalement ou partiellement introduits dans le corps humain par un moyen invasif chirurgical en vue de modifier l'anatomie ou de fixer des parties anatomiques, sauf les produits donc, de tatouage et piercing, comme par exemple les implants mammaires et autres implants esthétiques. Les substances, combinaisons de substances ou articles, fallait changer de slide, excuse-moi. David, j'ai oublié. Non, c'est moi. Les substances, combinaisons de substances ou articles destinés à effectuer un comblement du visage, de la peau ou des muqueuses par injection sous-cutanée, sous-muqueuse ou intradermique ou tout autre mode d'introduction, donc sauf ceux destinés au tatouage. Voilà, les produits qu'on va retrouver dans cette catégorie sont, par exemple, les comblements de rides. Donc, petite précision, donc ces produits, donc, par rapport à cette catégorie, ça couvrira également les moyens d'injection, tout ce qu'on entend par dermaroller, seringue, uniquement s'ils sont pré-remplis. Slide suivante. Donc, il y a également dans cette annexe 16 les équipements destinés à être utilisés pour enlever les tissus adipeux. Toujours une exclusion qui apparaîtra. Alors, vous ne l'avez pas encore en connaissance, mais dans les travaux qui sont en cours sur la spécification commune, voilà, certains produits seront exclus. Donc, par exemple, pour cette catégorie, tout ce qui est implantable actif, hein, pour peu qu'il en existe. On aura également dans l'annexe 16 donc, les équipements émettant des rayonnements. Donc là, les spécifications communes apporteront des précisions. Donc, elles sont toujours en cours de rédaction, comme je viens de vous l'indiquer. Donc, elles viendront préciser également les produits qui sont inclus et ceux qui sont exclus de ces spécifications communes. Donc, par exemple, en tout cas, cette catégorie-là ne s'appliquera pas aux dispositifs médicaux pour le traitement de l'acné, ni aux cabines de bronzage, ou à des équipements utilisant des infrarouges, par exemple, pour réchauffer le corps. Et enfin, la dernière catégorie, ce sont les équipements destinés à la stimulation transcrânienne, donc au moyen de courants électriques ou de champs magnétiques ou électromagnétiques. Alors, juste un petit mot sur la spécification commune qui est en cours de rédaction. Le marquage CE des produits concernés par l'annexe 16 ne sera possible qu'à partir du moment où la spécification commune sera publiée.
Et actuellement, la prévision est qu'elle puisse sortir fin premier trimestre 2022. Slide suivante. Voilà pour la partie qualification. Deuxième partie sur la classification donc, des dispositifs médicaux. Et notamment, on va aborder dans cette partie les nouvelles règles apportées par le règlement. Slide suivante. Donc déjà, quelque chose d'assez classique que vous connaissez tous pour la plupart d'entre vous. Donc la classification est déterminée selon le niveau de risque. Donc 4 classes, 1, 2A, 2B et 3, en fonction de leur destination et les risques qui leur sont inhérents. Donc comme pour la qualification, la classification est effectuée par le fabricant en utilisant les règles qui sont définies à l'annexe 8 du règlement. Donc cette classification va concerner tous les dispositifs, donc comprendre les dispositifs médicaux, leurs accessoires, les dispositifs sur mesure, les dispositifs de l'annexe 16. Les règles s'appliquent pour l'ensemble de ces types de dispositifs. Il faut savoir qu'en cas de litige entre fabricants et organismes notifiés sur la classe d'un DM, c'est l'autorité compétente ou le fabricant à son siège social qui intervient. Donc, cela est prévu à l'article 51.2 du règlement. Et il faut savoir également donc, que la Commission européenne, donc, après consultation du groupe GCDM, peut adopter des actes d'exécution sur la classe ou la reclassification d'un dispositif médical selon les dispositions de l'article 51.3 du règlement. Slide suivante. Alors, on va voir maintenant les grands principes et les impacts des règles de classification. Les règles, on l'a vu, sont applicables donc, à l'ensemble des dispositifs et l'outil à utiliser est donc l'annexe 8 du règlement. Donc, cette annexe comporte 22 règles réparties en 4 groupes. Donc, les DM non invasifs, invasifs, actifs et des règles particulières. Sur ce point, il n'y a pas de changement sur les groupes par rapport à ce que l'on pouvait retrouver dans la directive 93/42. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le fabricant qui détermine la classe de son dispositif médical. Donc, la classe, comme la qualification tout à l'heure, est déterminée sur la base des informations qui figurent dans la notice d'instruction, dans l'étiquetage et les matériels promotionnels. Donc, même commentaire que tout à l'heure. Donc, prêtez attention à ce que ces documents donnent les mêmes informations et les mêmes orientations. Comme dans la directive 93/42, l'application des règles se fait selon la destination du dispositif, sa durée d'utilisation, l'usage continu ou pas, le site d'application au niveau du corps humain. D'autres principes qui figuraient dans la directive sont repris dans le règlement, comme le fait que si plusieurs règles sont applicables pour un dispositif, c'est la règle la plus stricte qui est retenue, et également le fait qu'un accessoire de dispositif va suivre sa propre règle. Slide suivante. Alors, quelques exemples de règles de classification. Avec le règlement, donc, on a de nouvelles règles qui sont apparues. On peut considérer que cette liste n'est pas exhaustive. La règle 11, par exemple, qui résout la difficulté de la directive sur les logiciels, car même s'il y avait un niveau de risque perçu élevé avec certains logiciels, il n'y avait pas de possibilité de classer au-dessus de la classe 1. Pour pas aller plus loin sur le sujet, vous allez avoir une présentation dans la suite de celle-ci spécifiquement orientée sur les logiciels. La règle 19, qui introduit un niveau de risque lié au risque potentiel donc, des nanoparticules, donc, qui va nous amener
possiblement à aller jusqu'à la règle 3, la classe 3, pardon. La règle 21, qui concerne les dispositifs médicaux composés de substances et introduites par un orifice du corps. Alors, on n'est pas sur la bonne slide, il faut revenir sur la slide 16. Voilà. La règle donc 21 qui concerne des DM composés de substances et introduites par un orifice du corps ou la peau tient compte donc de ces dispositifs médicaux qui sont constitués de substances. Donc en effet, ces substances, par leur dispersion dans le corps humain et leur absorption, apportent un risque spécifique qui sera ainsi pris en compte par cette règle. Comme exemple, on a les sprays nasaux, les pommades ou même des gélules. La règle 22, c'est une règle spécifique des défibrillateurs automatiques externes qui les classe en classe 3. Donc, par les règles de la directive 93-42, on aboutissait à un niveau de risque suffisant, mais en 2B, donc selon cette directive. Slide suivante. Alors, exemple de règles modifiées. On ne va pas sauter une slide là, non ? Reviens en arrière. Voilà, celle-ci. Donc, impact des règles de classification. C'est pour traduire en fait l'importance de bien déterminer la classe de son dispositif médical, parce qu'une fois la classe déterminée, le niveau d'exigence donc du règlement à appliquer va varier sur plusieurs aspects. Donc en effet, la classification va avoir un impact sur la procédure d'évaluation de la conformité, sur les investigations cliniques, alors essentiellement sur l'aspect délai, en fonction de la classe, plus la classe est forte, plus le délai d'évaluation par l'autorité compétente est important. Sur le PSUR, avec des fréquences différentes de mise à jour des PSUR en fonction de la classe de son dispositif, l'enregistrement dans le DAMED, le résumé des caractéristiques et des performances qui concernent là pour le coup les dispositifs médicaux de classe 3 et DM implantables. Voilà, les certificats, vous aurez un certificat pour les classes 2A, 2B, 3, pas pour les classes 1. Des exigences de traçabilité avec la carte d'implant remise aux patients pour des implants de classe 2B et 3. Voilà. Et donc, se tromper ou faire une erreur dans la détermination de la classe de son dispositif médical peut avoir un impact important dans le sens où on va s'écarter en fait de ce qui doit être fait pour obtenir son marquage CE, ce qui peut être à terme problématique. Slide suivante. Merci. Donc, exemple de règles modifiées maintenant avec des conséquences notables. Donc, on va voir qu'il y a certaines règles qui ont été donc modifiées, notamment la règle 3 qui a été complétée. Donc, cet ajout concerne les substances en contact avec les tissus ou cellules, donc notamment les milieux de conservation ou de transport. Ces dispositifs étaient en classe 2B, donc comme indiqué dans le manuel de consensus. Ce n'était pas défini dans les règles de classification. Maintenant, ces dispositifs sont de classe 3, quelle que soit leur composition. La règle 8, qui concerne les prothèses de hanche, de genoux et d'épaule, ces dispositifs étaient déjà en classe 3. Maintenant, on voit apparaître d'autres implants, comme les prothèses discales, les treillis, qui étaient auparavant en classe 2B et qui vont passer en classe 3. Il y a d'autres modifications qui ont été apportées par l'annexe 8 donc, du règlement. La règle 18, par exemple, de la directive qui concerne les poches à sang. Cette règle a disparu. C'était en fait une règle dérogatoire aux autres règles. Désormais, les poches à sang sont dans la règle 2. En conséquence, s'il y a présence d'un anticoagulant dans la poche à sang, la règle 14 s'applique potentiellement, même si ce point fait encore l'objet
de discussion. C'est des exemples en fait de règles modifiées. Il y en a d'autres. Slide suivante. Voilà, pour terminer et passer le relais à ma collègue Valérie Soumet, il y a des guides qui existent et qui sont disponibles donc sur le site de la Commission européenne, une série de documents d'orientation donc destinés à aider les parties concernées pour mettre en œuvre les règlements. Donc, il faut juste savoir que ces documents sont juridiquement non contraignants et leur objectif est d'assurer une application uniforme des règlements. Voilà. Slide suivante. Donc, on enchaîne maintenant sur la qualification des logiciels dispositifs médicaux. Valérie, à toi. Oui, bonjour à tous. À la suite de la présentation de Thierry Thomas sur le champ d'application du règlement et la classification des dispositifs médicaux, je vais vous parler maintenant plus particulièrement de la qualification des logiciels dispositifs médicaux et ensuite des nouveautés en termes de classification des logiciels DM. Donc, slide. Donc, la Commission européenne a mis en forme le logigramme qui est issu du guide MDCG qui est paru en 2019. Ce logigramme permet en différentes étapes de pouvoir qualifier un logiciel de dispositif médical. Il existait déjà ce logigramme dans le guide MedDev auparavant pour la directive et il reprend à peu près les mêmes étapes, hormis l'étape 2 qui est vraiment plus spécifique au règlement. Donc, pour qualifier mon logiciel de dispositif médical, la première question à se poser, c'est est-ce qu'il répond à la définition du logiciel donnée par le guide MDCG, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'une suite d'instructions qui traite des données d'entrée et crée des données de sortie. En deuxième étape, est-ce que ce logiciel fait partie de l'annexe 16, des produits de l'annexe 16? Est-ce qu'il s'agit d'un accessoire de dispositif médical? Et est-ce qu'il commande ou agit sur l'utilisation d'un autre dispositif médical type hardware? Donc, dans ces cas-là, s'il s'agit de ces produits-là, ils sont couverts par le règlement. Et voilà, on n'a pas à passer aux étapes suivantes. Cette étape-là, elle n'était pas dans le premier guide MedDev. On parlait auparavant, c'est vrai, plutôt de logiciels standalone ou autonomes en français. Et on parlait ensuite, on excluait les logiciels incorporés dans un autre DM. Maintenant, on parle plus de logiciels indépendants en termes de destination médicale et quelle que soit la localisation en fait, de ce logiciel. Donc, en étape 3, la question importante aussi à se poser, c'est est-ce que le logiciel a une action qui va être différente d'un stockage, de l'archivage ou de la communication de données. Donc, en gros, est-ce que mon logiciel va permettre l'analyse de données entrantes pour créer une nouvelle information? Si oui, on peut passer à l'étape suivante. Et la question de l'étape suivante, c'est est-ce que l'action est au bénéfice de patients individuels? Donc, pour cette étape-là, on va en fait éliminer tout ce qui concerne, par exemple, les études épidémiologiques sur un groupe de personnes ou des études à visée statistique qui vont concerner un plus grand nombre d'individus et pas seulement un seul patient. Et la dernière étape qui est primordiale, c'est à savoir est-ce que le logiciel répond à la définition donnée par le guide, c'est-à-dire est-ce qu'il est destiné à être utilisé seul en combinaison dans une finalité telle que spécifiée dans la définition du dispositif médical. Si on a pu répondre à toutes ces questions et notamment les dernières questions, on peut considérer que le logiciel est un dispositif médical qui va être couvert par le nouveau règlement. Slide suivante. Des notions importantes à rappeler en termes de qualification du logiciel dispositif médical.
qui existaient déjà pour la directive, mais qui sont importantes à rappeler. Tous les logiciels utilisés dans un établissement de santé n'ont pas forcément le statut de dispositif médical. Tout ce qui est finalité de gestion administrative, d'entraînement, de prescription d'exercice physique, ce ne sont pas des finalités médicales. Donc, comme rappelé à l'étape 3, tout ce qui est très simple de l'information, par exemple un logiciel qui va établir un historique de données, ou lorsque l'action sera uniquement de la communication de données, de l'embellissement des données, tout ça, ce ne sont pas des actions à finalité médicale. Important aussi de rappeler qu'un logiciel peut être doté de plusieurs fonctionnalités. Donc, dans ces cas-là, chaque fonctionnalité va être définie par module. Et il faudra bien définir les modules qui ont une finalité médicale, donc le statut de DM, tel un système de Lego imbriqués les uns dans les autres, et les modules qui ne répondront pas à la définition de dispositif médical. Slide suivante. Alors, un article important qui est nouveau dans le règlement, c'est cet article, Thierry Thomas en a parlé tout à l'heure, c'est l'article 6 qui concerne les ventes à distance. Alors, auparavant, les services n'étaient pas encadrés par la directive ou mal, donc c'était notamment aussi pour le règlement DIV. Ce sont les logiciels, là, ça va concerner les logiciels en mode SAS, c'est-à-dire Software as a Service. Par exemple, un patient qui va passer des examens d'imagerie en France, ces données d'imagerie vont être envoyées sur un serveur aux États-Unis. Elles vont être analysées en vue d'établir un diagnostic d'une maladie du patient. Et les résultats de cette analyse qui vont être envoyés ensuite en France seront un service rendu. Donc, ce logiciel devra être, même s'il n'est pas mis en tant que tel sur le marché, il devra être conforme au nouveau règlement. Suivante. Merci. Je vais aborder maintenant, à présent, la classification des logiciels dispositifs médicaux et ses nouveautés. Pour rappel, les logiciels sont des dispositifs médicaux actifs. Donc, on retrouve les règles 9, 10, la nouvelle règle 11, spécifique aux logiciels indépendants, la 12, la 13, la règle particulière 15 et 22. Important aussi, un logiciel qui commande un dispositif ou agit sur son utilisation relèvera automatiquement de la même classe. Si un logiciel commande un hardware, mais aussi suit sa propre destination, ce logiciel devra être classé selon sa propre destination. Néanmoins, il ne faudra pas que cette classe soit inférieure à celle du hardware. En effet, il y aura plusieurs règles qui pourront s'appliquer et dans ces cas-là, ça sera toujours la plus haute classe qui s'applique. Les précisions nouveautés du règlement. Il y a un considérant, le considérant 19 précise, comme j'ai pu l'aborder tout à l'heure, le fait qu'un logiciel soit considéré comme un dispositif ou comme un accessoire est indépendant de la localisation du logiciel. Donc, il pourra se trouver dans un smartphone, dans un ordinateur ou même embarqué dans un hardware. L'important, c'est de considérer toujours sa destination, quelle que soit sa localisation. Deux nouvelles règles, donc la règle 11 qui va permettre de classer les logiciels selon le niveau de risque que va engendrer l'incidence de l'information de sortie sur le traitement ou le diagnostic. Et la règle 22 qui va encadrer les systèmes en boucle fermée. Cette règle 11, donc elle est nouvelle puisque auparavant, il y avait très peu de... Dans la directive, on avait des difficultés finalement à classer les logiciels qui se retrouvaient finalement souvent en classe 1, puisqu'on n'arrivait pas à même s'il y avait un risque perçu, on avait des difficultés à les classer dans des classes supérieures. Là, à présent, on va pouvoir les classer selon
l'incidence de l'information sur la décision et le fait pour aller jusqu'à la classe 3 lorsque l'incidence peut causer la mort. Donc, cette règle 11, elle décrit et catégorise l'importance des informations fournies par le dispositif actif à la décision de soins et cela est associé à la situation sanitaire, l'état du patient. Je vais le redétailler un peu plus après avec le nouveau guide. Slide suivante. La nouvelle règle 22, donc elle encadre tout ce qui est système en circuit fermé. Ça va concerner par exemple des systèmes d'intelligence artificielle tels que le pancréas artificiel, le défibrillateur automatisé externe ou même tout ce qui est système deep brain stimulation, c'est-à-dire la stimulation cérébrale profonde. Deux nouveaux guides, un guide, le guide qui est paru en 2019 sur la qualification et la classification des logiciels. Un autre guide plus récent qui là encadre la classification de l'ensemble des DM, donc la règle 11 pour les logiciels. Et ce guide MDCG, il apporte notamment une précision sur comment interpréter la règle 11 et comment catégoriser les logiciels dans les différentes classes. Donc là, vous pouvez voir un tableau qui est issu du guide international IMDRF. Le but étant effectivement d'harmoniser un peu toutes les réglementations et d'avoir une même logique entre les différentes, que ce soit la réglementation européenne ou internationale. Et cette catégorisation, en fait, c'est la combinaison de l'importance de l'incidence de l'information fournie par le logiciel à la décision de soins liée à la situation ou à l'état de santé du patient. Donc, par exemple, pour une classe 3, on va se retrouver sur une information, une incidence de l'information qui va être haute, une importance de l'information, pardon, qui va être haute, dans un contexte critique pour le patient. Par exemple, un patient qui aura subi un AVC et qui aura besoin en urgence d'un traitement. On va retrouver dans deux autres cas la classe 2B, par exemple pour un patient en réanimation dans le cadre de la surveillance des paramètres vitaux. Et dans la plupart des autres cas, on va retrouver la classe 2A, donc, par exemple pour une information moyenne pour un patient en difficulté dans le cadre d'un patient qui serait atteint de cancer, par exemple. Je vais citer également d'autres exemples dans la slide suivante, ça sera un petit peu plus parlant. Alors, par exemple, pour la classe 3, on va retrouver un logiciel destiné à effectuer un diagnostic au moyen d'une analyse d'image pour effectuer un traitement de celle-ci, prendre des décisions chez des patients ayant subi un AVC aigu. Bon, là, les points déterminants, là, ça va être l'impact fort sur le risque de décès et également la prise en compte de l'immédiateté de la décision, l'urgence ou non de prendre une décision. Un autre exemple, ça va être un logiciel effectuant des analyses de données de spectroscopie du liquide céphalorachidien dans le diagnostic de la méningite virale chez l'enfant. En classe 2B, on peut retrouver une application mobile qui va être destinée à analyser le rythme cardiaque d'un patient pour détecter des anomalies et informer le médecin en conséquence. Un autre exemple, ça sera une application smartphone qui, via des photos prises par le téléphone, permettra une analyse des grains de beauté et dans le but de diagnostiquer si ce grain de beauté présente ou non un risque de développement du mélanome. En classe 2A, vous pouvez retrouver un logiciel type application smartwatch destiné à envoyer des notifications d'alarme à l'utilisateur ou bien aux professionnels de santé lorsqu'il reconnaît des battements cardiaques irréguliers dans le but de détecter une arythmie cardiaque. Autre exemple, un logiciel qui va détecter des fractures.
Ce logiciel va mettre en exergue les zones fracturées sur l'image médicale et le praticien pourra ainsi visualiser de manière plus précise la blessure sur l'image. Et enfin, en classe 1, on retrouve des logiciels type Serious Game destinés à la rééducation de personnes malades ou pour compenser un handicap. Donc, le patient réalise des exercices programmés et paramétrés par le professionnel de santé. Un autre exemple qu'on peut retrouver qui est cité dans les deux guides, c'est une application qui va être destinée à soutenir la conception en calculant l'état de fertilité de l'utilisatrice à partir de données telles que la température corporelle ou les jours de menstruation pour suivre et prédire l'ovulation. Donc là, directement, l'application va lui donner son état de fertilité au jour le jour. Donc, je vais passer la parole à Thierry Thomas pour la dernière slide qui concerne les outils et les interlocuteurs. Pardon, juste pour rappeler que le travail de qualification, classification débute par un travail personnel, donc au niveau du fabricant, en utilisant notices, étiquetage, documents promotionnels, que ensuite, effectivement, vous avez à disposition, vous pouvez vous faire aider des syndicats professionnels, de votre organisme notifié, de consultants, que nous sommes ouverts à traiter des cas complexes qui présentent vraiment une difficulté particulière de classification ou pour intervenir sur des arbitrages. Et donc, je voulais également signaler qu'on a, au niveau de l'agence, ouvert un guichet innovation et orientation. Donc, c'est un service qui est plus destiné aux produits de santé innovants, aux porteurs de projets, pour les accompagner et les aider également dans leur déchiffrage et identification donc de la qualification et de la classification de leur dispositif médical. Je vous remercie. Oui, bonjour Thierry Sirdet, donc je reprends la main. On a tenté durant ces deux présentations, je voulais remercier tout particulièrement Thierry Thomas et Valérie Soumet donc, de la direction des dispositifs médicaux pour ces présentations très complètes. Alors on l'a répondu dès le départ, bien entendu, comme pour les précédents webinaires, les présentations seront mises en ligne sur le site internet de la NSM. On a, je pense, répondu en ligne sur pas mal de questions directement dans le chat et en direct. Je regarde s'il y a d'autres questions en lien ou très spécifiques. Je n'en vois pas pour l'instant. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la deuxième présentation, enfin la troisième présentation en tant que telle, sur un point nouveau du dispositif médical, point qu'on connaissait déjà dans la directive actuelle sur le diagnostic in vitro, que sont la capacité de réaliser donc pour le dispositif médical, pour le diagnostic in vitro des réactifs maison. Et là, donc, la possibilité aujourd'hui offerte par le nouveau règlement d'ouvrir la possibilité de faire des dispositifs dits in-house, donc fabriqués maison. Je passe la parole à Corinne Maillard, que je remercie.
Bonjour à tous. Donc, je suis Corinne Maillard et après avoir travaillé un certain nombre d'années au sein de la direction juridique à l'ANSM, je suis maintenant référente sécurisation, conformité réglementaire au sein de la direction en charge des dispositifs médicaux, des cosmétiques et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui, comme Thierry Sirdet vient de vous le dire, le sujet des dispositifs médicaux dits in-house. Et tout l'enjeu de cette présentation, ça va être de répondre à certaines questions. Déjà, qu'est-ce qu'un DM dit in-house? Peut-on en faire? Et si oui, qui peut en faire? Pour qui peut-on en faire? Pourquoi peut-on en faire? Et comment peut-on en faire? La réponse à la première question, qui est de savoir si on peut faire du dispositif médical dit in-house, est bien évidemment affirmatif, tout simplement parce que si ce n'était pas le cas, je ne serais pas devant vous à faire cette présentation. Et les dispositions dans le règlement seraient très laconiques, voire inexistantes. Donc, vous avez bien conscience que oui, on peut faire du dispositif médical dit in-house, mais vous allez voir tout au long de la présentation que les conditions sont extrêmement restrictives et entraînent une responsabilité extrêmement lourde de la personne qui sera habilitée à les faire. Sur ce sujet, merci pour la slide, David, c'est parfait. Le règlement 2017-745 pose d'emblée deux choses. D'une part, des objectifs en la matière, et il propose dans la foulée deux moyens de réglementer cette activité particulière de fabrication dite in-house. Les objectifs tout d'abord de cette pratique, c'est de permettre de combler des besoins de santé publique pour un groupe de patients dits cibles. Bien évidemment, on reprendra tout au long de la présentation la définition et l'approche de la terminologie des termes que j'emploie ici. C'est juste pour faire une présentation générale du sujet. Donc, le règlement pose cet objectif de permettre de combler, encore une fois, des besoins de santé publique pour un groupe de patients spécifiques, mais évidemment dans des conditions de sécurité satisfaisantes et proportionnées. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, pour ce faire, le règlement a prévu deux moyens. D'une part, d'exonérer les structures qui seront habilitées à faire du dispositif médical in-house de l'ensemble, du quasi-ensemble des dispositions qu'il prévoit, tout simplement parce que c'est une pratique pratiquement essentiellement particulière, hors du champ des dispositions du règlement, mais le fait d'exonérer cette pratique des dispositions du règlement est évidemment contrebalancé par la fixation d'un certain nombre de critères et de verrous de sécurité, bien évidemment, du coup, spécifiques à la pratique. Critères et verrous de sécurité qui ne seront d'ailleurs pas moins lourds que les dispositions exclues par le règlement à cette activité spécifique. Donc, tout le but des dispositions qu'on va aborder ensuite, ça va être de trouver un équilibre entre cette possibilité ouverte à certaines structures de faire du DM in-house, dans l'intérêt des patients, et bien évidemment les nécessaires modalités de cadrage, qu'elles soient juridiques, administratives, techniques ou médicales. Donc, le but de la présentation, ça va être d'analyser et de décrypter l'ensemble de ces dispositions avec, pour ce faire, un fil conducteur. Un fil conducteur que j'ai choisi comme étant le suivant, du texte à la pratique. Pourquoi? Pour deux raisons. D'une part, je tiens à ne perdre personne en cours de route. Donc, on va essayer de passer du texte à la pratique, au terrain. Et puis, d'autre part, je souhaite, en tant que juriste, rendre le texte parlant, c'est-à-dire ne pas se borner à une explication littérale ou paraphrasée de l'article et des dispositions applicables, mais expliquer clairement ce que donne l'application de ce texte sur le terrain, de manière à ce que nos auditeurs aient une approche en sortie de présentation particulièrement pragmatique des dispositions applicables. Pardon. Donc, pour ce faire, et pour reprendre mon fil conducteur, un bref plan. Je passerai évidemment de l'article 5.5 qui a été évoqué par Thierry Thomas tout à l'heure, avec une description et un décryptage assorti d'un focus sur les points saillants qu'il faudra retenir. Une brève description de l'annexe 1 du règlement, parce que si le règlement exonère la pratique de la fabrication in-house de l'ensemble des dispositions, j'ai dit quasi totalement,
Reste que l'annexe 1 de ce règlement est entièrement applicable aux dispositifs qui seront fabriqués in-house. Et progressivement, on passera donc du décryptage de ces deux textes, article 5.5 et annexe 1, on glissera vers une application pratico-pratique, voir ce que ça donne tout cela dans la vraie vie, en pratique, sur le terrain, en essayant d'adopter un langage et une vision bien terre à terre autant que possible. Et donc, j'aborderai dans un langage un petit peu plus courant les obligations qui s'imposent à l'établissement de santé qui fabriquerait du in-house. Et surtout, j'essaierai d'envisager ce qu'il faut éviter et surtout, d'ailleurs, ce qu'il faut retenir. Et puis, on abordera enfin la question de quelques exemples, si tant est qu'il en existe. Donc, slide suivante. Je vous affiche le texte de l'article 5.5 juste pour vous confirmer que ce que je ne vais pas faire, c'est-à-dire le lire ou le paraphraser. Voilà, le texte, il est en bloc, là. Donc, il y a quelques notions à retenir qui sont bien sûr capitales, que je reprendrai par la suite, et qui concernent des conditions concernant les 3 étapes de la fabrication, le avant, le pendant et le après de la fabrication in-house. Mais ce qu'on va faire là, on ne va pas le lire du tout, hein, parce qu'encore une fois, je ne veux perdre personne en cours de route. On va le décrypter par les slides suivantes. J'insisterai juste sur les notions de système qualité, sur les notions de données cliniques ou sur la notion selon laquelle aucun DM équivalent doit être disponible sur le marché pour qu'une structure puisse se livrer à ce type de fabrication. Merci. Donc, d'emblée, après vous avoir montré en masse l'article tel que brut, je vais procéder à un décryptage un petit peu plus clair, j'espère en tout cas, et aborder tout d'abord le cadre général. Donc, de quoi on parle ? De quoi on parle ? Donc, c'est encore un anglicisme, mais bon, je suis bien obligée de m'y plier cette fois. Qu'est-ce qu'un DM dit in-house ? Un DM dit in-house ou encore homemade, ce qui n'est pas mieux, on va dire fait maison. C'est un DM qui est fabriqué ou modifié et utilisé exclusivement au sein d'un établissement de santé. 3 notions importantes dans ce que je viens de dire. Le « et », tout simplement parce qu'il s'agira là de conditions cumulatives. Le DM devra être fabriqué et utilisé au sein de la structure. Exclusivement, pourquoi ? Parce que le texte prévoit expressément qu'il ne peut pas y avoir de transfert du DM fabriqué vers une autre entité juridique en vue de son utilisation. Non, les deux opérations doivent se faire sur le même site, dans la même entité juridique. Et puis, 3e notion importante dans cette phrase, la notion d'établissement de santé, ce qui nous amène à aborder le champ du sujet. Le champ dans lequel peuvent être fabriqués les DM qualifiés de in-house, ce sont les établissements de santé, spécifiquement mentionnés par le règlement. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment à ce jour de définition stricto sensu de l'établissement de santé. Cependant, on a des critères évoqués par le considérant 30 du même règlement qui évoque effectivement la notion de prise en charge, de soins délivrés aux patients et le fait d'œuvrer en faveur de la santé publique. Donc, on est bien conscient qu'on parle de structures qui prodiguent des soins. On a une notion de délivrance de soins, de thérapeutique, de thérapie, ce qui, par définition, exclut tout ce qui est établissement vantant les bienfaits du sport, vantant le bien-être, vantant les qualités des aliments. Voilà, les notions de bien-être sont totalement exclues du champ d'application des DM in-house, puisqu'on vise encore une fois les établissements de santé qui prodiguent des soins aux patients. Donc là, on a répondu aux questions quoi, on sait de quoi on parle, on sait qui peut en faire, et on verra après pour qui dans la slide suivante, mais je vais simplement aborder là quelles dispositions sont applicables. Donc, une fois qu'on a déterminé le champ et de quoi on parle, le règlement cite explicitement les exigences de l'annexe 1 et exclut explicitement les autres dispositions du règlement. Mais une fois qu'il a posé
cette exclusion et cette application. Il dit néanmoins que si toutes les conditions suivantes sont remplies, la fabrication in-house sera possible. Autrement dit, on a des conditions spécifiques pour la fabrication du DM in-house qui figurent d'une part toujours à cet article 5.5 et d'autre part dans l'annexe 1 qui, elle, est expressément visée. Donc, concernant l'article 5.5, je vais poursuivre mon décryptage sur cet article, puis rapidement sur l'annexe 1. L'article 5.5 vise 4 domaines dans lesquels des conditions spécifiques à la fabrication du DM in-house sont précisées. Il recouvre 3 périodes de la fabrication. Le avant, c'est-à-dire est-ce que l'établissement pourra et dans quelles conditions faire du DM éventuellement in-house. Le pendant, quelles exigences doivent être respectées pour le faire. Et puis le après, parce que vous verrez qu'il y a des conditions, même une fois que c'est fait, des conditions très restrictives et des obligations qui pèsent sur le suivi que l'établissement aura à faire. On va se rendre compte que dans les 5 domaines que je viens d'évoquer, le champ est extrêmement restreint finalement, et les conditions sont extrêmement nombreuses et très restrictives pour que la fabrication de DM in-house puisse être faite. Donc, les conditions spécifiques qui figurent à l'article 5, comme je viens de le dire, recouvrent 5 domaines. Le premier domaine tient aux patients concernés. Le texte dit que les DM in-house peuvent être fabriqués pour un groupe cible de patients ayant des besoins spécifiques qui ne peuvent être satisfaits par un DM équivalent sur le marché. Donc là, on a 2 notions à appréhender. Le groupe cible, les besoins spécifiques. Le groupe cible, il se définit comme un ensemble de patients, évidemment, caractérisés par un besoin identique. Quant aux besoins spécifiques, ils sont multicritères. Ils peuvent être, par exemple, médicaux, morphologiques, voire temporels. Et chacun des critères peut être utilisé ou peut servir à justifier ou à motiver une fabrication in-house, soit de manière indépendante, soit de manière cumulative. Deuxième domaine sur lequel portent les conditions spécifiques, il tient aux produits fabriqués. À savoir, le texte précise qu'il ne doit pas exister sur le marché de DM équivalent qui permet de satisfaire à un niveau de performance approprié les besoins spécifiques du groupe cible de patients. Il en découle, pour l'établissement de santé qui envisage de faire du in-house, qui doit Ah, excusez-moi, on nous signalait qu'il n'y avait plus de son, mais a priori, ça ne concernerait qu'une personne. Donc, je reprends. Donc, on en était au deuxième domaine pour lequel des conditions spécifiques à la fabrication in-house sont posées, qui tient aux produits fabriqués. Il ne doit pas exister de produits équivalents, de DM équivalents sur le marché qui permettent de répondre dans des conditions appropriées aux besoins spécifiques du groupe cible de patients. Donc là, ce que je disais, c'est que l'établissement de santé doit dans ce cas-là s'approprier 2 notions, les évaluer, les justifier et évidemment, au préalable, les rechercher. Donc, qu'est-ce qu'un DM équivalent? Eh bien, un DM équivalent, c'est un DM qui pourrait être utilisé dans la même indication que celle qui est envisagée et qui apporterait aux patients concernés le même rapport bénéfice-risque. Et quant à la notion de disponibilité sur le marché, cela comprend tous les dispositifs possibles, à savoir marqués CE bien sûr, ou non marqués CE, mais qui relèvent de l'application pleine et entière du règlement, les DM sur mesure. Donc, il est clair que l'établissement de santé doit avoir une parfaite connaissance du marché et également être en capacité de le démontrer
pour s'assurer qu'aucun DM, même un DM sur mesure, ne serait disponible et susceptible de répondre aux besoins qu'il a identifiés pour son groupe de patients. Le troisième domaine sur lequel portent les conditions spécifiques posées par l'article 5.5 tient au lieu d'utilisation. Le texte dit que le DM ne doit pas fabriquer au sein d'un établissement, ne doit pas être transféré vers une autre entité juridique. Il est clair que la fabrication, comme je le disais au départ, et l'utilisation doivent se faire dans la même entité juridique. Le lieu de fabrication doit en plus être doté d'un système de gestion de la qualité dit approprié. Alors, si on constate que les normes, qu'il n'y a pas de normes imposées en la matière, on constate également que la responsabilité de l'établissement de santé, à la fois dans le choix des modalités à mettre en œuvre et dans sa capacité à démontrer leur bien fondé et leur efficacité, elle est encore une fois pleine et entière dans le domaine. Quatrième domaine sur lequel portent des conditions spécifiques pour la fabrication de DM in-house porte sur les conditions de fabrication. La fabrication doit également être dotée d'un système de gestion de la qualité approprié. Et le règlement spécifie également que la fabrication à l'échelle industrielle est exclue du champ de la fabrication de DM in-house. En cas de fabrication à l'échelle industrielle, donc on retombe dans le droit commun, à savoir l'ensemble des dispositions du règlement seraient rendues applicables. L'établissement de santé deviendrait alors fabricant stricto sensu, c'est-à-dire au sens du règlement, avec toutes les dispositions applicables attachées à ce statut et à l'activité qui en découlerait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de définition de l'échelle industrielle. Mais heureusement, on a la Cour de justice de l'Union européenne qui nous aiguille un peu sur le sujet. Et elle définit ces termes de la notion d'échelle industrielle comme une succession d'opérations qui peuvent être mécaniques ou chimiques aux fins d'obtenir un produit standardisé en quantité significative. Donc, par l'apport de cette jurisprudence, on arrive un petit peu, même beaucoup, à cerner la notion d'échelle industrielle, l'échelle industrielle étant, encore une fois, exclue de la possibilité pour les établissements de santé de fabriquer du DM dit in-house. Enfin, cinquième domaine que je qualifierais plus d'administratif, tenant aux obligations spécifiques attachées à cette activité de fabrication in-house. L'établissement de santé doit, en premier lieu, établir une documentation détaillée sur tout ce que je viens de vous raconter. Donc, qui démontre, qui justifie qu'il n'y a pas de DM équivalent, qui justifie pourquoi je fabrique ou modifie, qui justifie l'utilisation des DM concernés au regard du groupe cible de patients que je viens de vous définir, la documentation qui doit permettre de comprendre les installations, plus le procédé de fabrication, la conception, les données sur les performances, et une documentation qui permet de démontrer la conformité à l'annexe 1, explicitement précisée dans l'article 5.5. On voit que là, on est passé petit à petit de l'avant la fabrication au pendant, donc on change de période, et l'établissement de santé doit donc établir une documentation détaillée, et surtout, il découle de cette obligation de faire une documentation détaillée, qu'il a en plus l'obligation de prendre toutes mesures nécessaires, bien évidemment, pour garantir que les DM seront fabriqués conformément à cette documentation. Sinon, aucun intérêt d'établir la documentation. Donc, il l'établit et il s'engage à la respecter et à en démontrer le respect et la conformité. Deuxième obligation dans ce domaine que je qualifierais de plus administratif concernant les obligations spécifiques, l'établissement de santé doit remplir une déclaration qu'il rend publique et qui comporte par définition un certain nombre d'éléments. Évidemment, le nom et l'adresse de l'établissement, les détails nécessaires pour identifier les dispositifs. Et cette déclaration doit contenir elle-même une autre déclaration par laquelle l'établissement s'engage par écrit
que les DM satisfont aux exigences générales de sécurité et de performance. On rejoint là un petit peu la notion de déclaration du fabricant qui s'engage à garantir que les dispositifs fabriqués répondent bien à l'ensemble des exigences essentielles. Donc, c'est un engagement de l'établissement de santé spécifique et par écrit, au terme duquel il atteste que les produits qu'il fabrique respectent les exigences qui leur sont applicables. Par la même occasion, il devra, dans cette déclaration, le cas échéant, expliquer quelles exigences il n'aurait pas respectées et motiver en quoi le fait qu'il n'ait pas respecté, et pourquoi il n'aurait pas respecté les exigences visées, avec donc la justification, la motivation associée. On est donc passé du avant, du pendant, et on arrive maintenant à l'après. L'établissement de santé est soumis à l'obligation d'examiner l'expérience issue de l'utilisation clinique des DM. Ça, c'est le texte stricto sensu de l'article 5.5. Donc, il est clair en termes un petit peu plus courants que l'établissement de santé est soumis à une obligation de suivi produit-patient. En vue de quoi? Eh bien, évidemment, en vue de la matériovigilance et en vue de prendre toute disposition nécessaire à l'intérêt du patient. Il est clairement évident que l'établissement de santé est soumis à l'obligation de prendre toutes les mesures correctives nécessaires. Et donc, de cette obligation découlent pour lui les obligations de mettre en place un plan d'amélioration continue visant à réduire les risques liés à l'utilisation. Et puis, découle l'obligation de maintenir et de tenir à jour une traçabilité sur les produits qu'il a fabriqués. Donc voilà, j'ai essayé de faire un décryptage de l'article 5.5 qui posait vraiment le cadre général et qui énumérait les conditions assez générales de la fabrication dite in-house. Et maintenant, je vais aborder brièvement l'annexe 1 qui concerne les exigences générales en matière de sécurité et de performance. Pourquoi je dis brièvement? Parce que, 1, elle est assez longue. Et puis 2, quelque part, il n'y aura pas de nouveauté pour tous les praticiens, je pense que vous êtes, puisque de toute façon, cette annexe 1 s'applique à l'ensemble des dispositifs médicaux en général. Puisqu'elles sont fondées sur l'intérêt des patients, elles sont toujours applicables. Donc, 3 grandes thématiques pour ces exigences générales. Pour ces exigences générales en matière de sécurité et de performance, des exigences générales, des exigences relatives à la conception et à la fabrication, et des exigences relatives aux informations fournies avec le dispositif. Alors la première exigence générale, c'est d'imposer que les dispositifs soient sûrs et efficaces. C'est vrai que c'est logique, mais ça va encore mieux en le disant et en l'écrivant, et qui ne compromettent pas l'état clinique ou la sécurité des patients. Deuxième notion très importante dans cette première phrase des exigences de l'annexe 1, qui consiste à dire que les risques potentiellement présents doivent être acceptables au regard des bénéfices pour le patient. Et troisième notion sur laquelle je souhaite insister, c'est compte tenu de l'état de l'art généralement admis. Voilà, il est de jurisprudence constante, je dirais, d'appliquer l'état de l'art, d'en tenir compte dans toute action qui implique l'intérêt de santé publique, l'intérêt pour un patient. Deuxième exigence générale, l'établissement de santé est soumis à ce qu'on appelle la réduction, la gestion et la maîtrise du risque qu'il doit appliquer, documenter, maintenir. Donc, il est soumis à l'obligation d'avoir un plan de gestion de risque qu'il doit suivre et bien évidemment actualiser. Et puis enfin, en rapport avec la première phrase des exigences générales qui consiste à démontrer que les dispositifs doivent être sûrs et efficaces, l'établissement de santé va être soumis à une démonstration de la sécurité et des performances par l'obtention de données précliniques et cliniques. Deuxième grande exigence de l'annexe 1, elles ont trait à la conception et à la fabrication. Donc là, je ne vais pas me livrer à l'exercice pour lequel je vous ai dit tout à l'heure que je ne m'y livrerai pas concernant l'article 5.5. Je vais juste évoquer les titres et les grandes familles d'exigences que les établissements de santé devront respecter. L'établissement de santé
doit valider les procédés, l'ensemble des procédés mis en œuvre pour effectuer la fabrication dite in-house, donc avec une obligation d'actualisation qui devra tenir compte de l'obligation que j'ai déjà citée de mener un examen de l'expérience issue de l'utilisation clinique. Il doit disposer d'éléments sur les propriétés chimiques, physiques, biologiques des matériaux et substances, leur compatibilité, leur toxicité. Il doit disposer d'éléments sur l'élimination ou la réduction des risques d'infection et d'éléments sur les propriétés mécaniques des dispositifs, résistance, usure, etc. Et enfin, il doit documenter l'incidence des procédés de fabrication, potentiellement le nettoyage, la stérilisation, sur les propriétés des matériaux et substances. À noter que des dispositions spécifiques existent concernant certaines catégories de DM ou de substances, notamment pour ce qui concerne les dispositifs médicaux implantables actifs, les dispositifs médicaux émettant des rayonnements ou contenant des matières d'origine biologique. Enfin, l'annexe 1 précise des exigences relatives aux informations fournies avec le dispositif qui seront bien évidemment mises en œuvre en tant qu'elles sont applicables, puisque vous l'aurez bien compris, ce sont des dispositifs quelque part particuliers, spécifiques, et qui s'intègrent dans le contexte plus général d'une pratique. Donc, s'appliqueront notamment certaines dispositions relatives à une notice d'utilisation, pas toutes, aux conditions liées à l'état stérile ou les dispositions sur l'information à délivrer aux patients pourront également se voir appliquées. Voilà, donc là, j'ai fait un petit tour de piste de l'article 5.5 et de l'annexe 1, donc les seules dispositions du règlement qui s'appliquent aux dispositifs médicaux dits in-house. Et je vous propose de faire juste un petit focus ou un résumé synthétique de tout ce que je viens de dire. Donc en pratique, les obligations qui pèsent sur l'établissement de santé qui fabriquerait du dispositif in-house sont les suivantes. Respecter, je le dis encore une fois, j'ai bien conscience de le redire et de me répéter, mais c'est très important, respecter l'ensemble des dispositions et conditions de l'article 5.5 et de l'annexe 1, qui concernent, comme on l'a vu, autant les activités de fabrication, l'utilisation et les caractéristiques produits. L'établissement de santé doit choisir et mettre en œuvre toute mesure permettant de garantir ce respect et être en capacité de le démontrer. C'est important. À chaque fois qu'il choisit de faire une action, j'y vais pas, pourquoi, comment, il doit être en capacité de justifier ce qu'il a fait. Pourquoi j'y vais comme ça et pourquoi j'y vais pas comme ça. L'établissement de santé doit choisir et mettre en place des méthodes qu'on appelle appropriées et validées. Et encore une fois, il doit être en capacité de justifier ses choix. Donc, on peut aisément en conclure que pour faire là, tout ce que je viens d'expliquer, il doit nécessairement disposer de compétences techniques et réglementaires. Et le corollaire est qu'il y a évidemment des exigences de moyens matériels et humains. Et puis, en matière de vigilance, il doit également disposer des compétences et de la capacité d'investiguer les incidents de matériel-vigilance et par suite de mener les actions correctives adéquates. Enfin, l'établissement de santé doit bien évidemment être en capacité d'effectuer une veille scientifique, pas une vieille, mais une veille scientifique. Je vais y arriver. Une veille scientifique et réglementaire, plus une gestion documentaire. Alors, avant de faire un point d'étape qui consistera à traduire le plus possible avec un langage terre à terre ce que je viens de vous dire, pour une application, encore une fois, dans la vraie vie, je voudrais faire un petit topo sur les écueils et confusions à éviter. Parce que je pense que, au vu des sollicitations qu'on a pu avoir, nous, à l'ANSM, des débats qui nous sont remontés, qu'on a pu avoir, il y a un joyeux mélange qu'il faut surtout éviter, qu'il ne convient de pas faire, entre trois notions, le DM in-house, le DM sur mesure et la 3D. Donc, comme on l'a vu, le DM in-house est une possibilité pour les établissements de santé de pallier
l'indisponibilité d'un produit nécessaire à un groupe de patients qui ont, comme je l'ai dit, des besoins similaires. Donc, il est clair, c'est une réponse à un besoin non comblé par des DM équivalents disponibles. Autrement dit, il s'agit d'une pratique qui, certes, inclut la fabrication d'un DM, mais c'est avant tout une pratique qui est une activité de fabrication suivie d'une utilisation et encadrée en tout premier lieu à ce titre. Encadrée par quoi? Par l'exclusion de certaines dispositions, comme on l'a vu, puisque par définition, ces DM fabriqués sont certes fabriqués, mais au sein d'un cadre plus général d'une pratique, au sein d'un établissement de santé, et pratique qui est donc encadrée par des dispositions spécifiques à cette pratique et à cette fabrication posées par le même règlement. Ce qui est totalement différent de la notion de DM sur mesure. Même s'il répond lui aussi à un besoin spécifique d'un patient déterminé et identifié, on parle là d'un produit qui est donc qualifié de dispositif médical, mais qui est donc encadré à ce titre en tant que produit. Et surtout, le règlement s'applique à ce type de produit dans son intégralité. Donc, il y a des dispositions spécifiques, mais le processus de la nouvelle approche avec la notion de fabricant, d'organisme notifié, maintenant pour les classes 3 implantables, tout le processus du règlement, toute la logique de la nouvelle approche s'applique aux DM sur mesure, qui sont donc des DM à part entière, réglementés à ce titre. Donc, à ne pas confondre avec le DM in-house. Et puis alors, la fabrication 3D que tout un chacun emploie sans trop savoir ou pour définir du DM in-house ou du DM sur mesure, mais donc à mauvais escient. Il faut juste ramener la fabrication 3D à sa stricte définition, à son strict objectif. C'est un outil de production. C'est simplement un outil de production, un procédé de fabrication et rien d'autre. C'est-à-dire qu'il peut servir à faire du DM in-house, il peut servir à faire du DM sur mesure, mais surtout, il ne doit pas être confondu avec les deux autres notions. Donc, slide suivante. Si vous avez remarqué, on a abordé la couleur rouge, c'est parce que et non plus bleu, c'est parce que je les ai intitulés, les 3 slides qui suivent, à retenir. Je souhaiterais vraiment qu'à la fin de cette présentation, les messages principaux qui vont être contenus dans ces 3 slides soient compris, retenus et le cas échéant appliqués s'il est certain que vous rentrez dans ce cadre-là. Donc voilà, un point d'étape. Alors, vous allez certainement vous dire, elle est folle, elle répète tout le temps la même chose, mais non. Ce que je vais essayer de faire là, c'est de rendre pratico-pratique tout ce que je viens de vous dire. J'ai bien conscience que je me répète, mais voilà, j'essaye de parler à des gens de terrain et de manière à ce que les messages principaux soient vraiment bien compris et appliqués. Donc, un point d'étape qui consiste à vulgariser et à rendre pragmatiques les textes que je viens de vous dérouler. Donc, vous aurez bien compris, j'espère, qu'un établissement de santé, quelque part, il devient un fabricant, mais pas un fabricant au sens du règlement, il devient fabricant à un sens particulier, avec attaché à ce statut un certain nombre d'obligations. Je sais, je vais les répéter un peu, mais ce n'est pas grave. Des obligations et surtout, ce qui en découle, c'est des responsabilités. Donc, une fois qu'on a dit obligation, il faut évidemment bien prendre conscience que forcément, il y a attaché à cette notion d'obligation un certain nombre de responsabilités. Donc, obligation spécifique en termes de documentation, encore une fois, qui doit porter sur les justifications, la capacité à démontrer, à justifier les choix, documentation sur la conception, la fabrication, les procédés, et la mise en œuvre des mesures nécessaires au respect de l'ensemble des éléments qui sont contenus dans cette documentation. Les obligations qui concernent les déclarations, comme on l'a vu précédemment, qui permettent de garantir que l'activité et les produits sont sécurisés, notamment en vue du respect de l'ensemble des documents, des éléments contenus dans la documentation toujours précitée. Une obligation sur le suivi de l'utilisation clinique et une obligation sur le choix et l'application des mesures correctives adoptées et adaptées. À noter, j'insiste vraiment là-dessus, que l'établissement de santé, s'il fait du in-house, il doit toujours être en mesure de justifier et de démontrer ce qu'il a fait. Justifier pourquoi je l'ai fait, démontrer comment je l'ai fait.
C'est vraiment une condition inhérente à cette pratique qui permettra aux autorités compétentes éventuellement de s'assurer du bien fondé de la démarche et surtout du respect et de la garantie de l'intérêt du patient. Corollaire de ces obligations, comme je vous le disais, les responsabilités. Il faudra savoir que si l'établissement de santé se lance dans la pratique de DM in-house, il est entièrement et seul responsable de ses choix, de ses actions, des modalités mises en œuvre et des réalisations, de toutes les réalisations décrites, et donc de son action face aux patients. Donc, slide suivante, effectivement, toujours en rouge, sur ce que je souhaiterais que soit retenu. Autrement dit, si je raisonne à contrario sur tout ce que je viens de raconter, ça veut dire que si l'établissement ne répond pas à l'un des critères et conditions fixés à l'article 5.5, c'est-à-dire que soit il devient fabricant au sens de l'ensemble du règlement, donc il sera fabricant d'EDM sur mesure ou en série, mais fabricant au sens du règlement, c'est-à-dire toute la réglementation de la nouvelle approche s'appliquera à lui, donc pas d'exclusion des dispositions du règlement. Soit potentiellement, il pourra mettre en œuvre une investigation clinique stricto sensu au sens du règlement et devenir du coup soit promoteur ou investigateur de la fabrication dans laquelle il se lance. Deux points pratico-pratiques également qui ne sont pas stricto sensu dans l'article 5.5. Les notions de surveillance du marché concernant le produit et de matériaux-vigilance concernant le produit issu de cette pratique relèvent bien évidemment de la compétence de l'agence, autorité compétente en matière de dispositifs médicaux, des missions qui lui sont dévolues par voie législative. Donc certes, c'est une pratique, mais qui implique la fabrication d'un dispositif médical. Et ce dispositif médical, en tant que dispositif médical et produit réglementé par le Code de la santé publique et les dispositions européennes, relèvera du champ de compétences de l'ANSM. En revanche, comme je vous l'ai expliqué, cette fabrication s'inscrit dans le cadre plus général d'une pratique. Et tout ce qui va concerner la pratique, et notamment le contexte administratif, c'est-à-dire la fabrication par des établissements de santé qui, par nature, relèvent des ARS. Donc, cette pratique relèvera plus naturellement du champ de compétences des ARS. Dernière slide rouge, donc pour laquelle je souhaiterais que vous reteniez bien les dispositions. D'ailleurs, je vais même faire un retour explicite en arrière sur la slide 3. Vous vous en rappelez certainement pas, mais je vais vous le rappeler. Je vous expliquais sur la slide numéro 3 que les objectifs de la fabrication du DM in-house, c'était de permettre de combler des besoins de santé publique pour un groupe de patients cibles, bien évidemment dans des conditions de sécurité satisfaisantes, et que pour ce faire, les moyens mis en œuvre par le règlement étaient d'une part d'exonérer les établissements de santé des 3/4 des dispositions applicables, puisque par définition, certaines dispositions ne sont pas applicables du fait que, vous l'aurez compris, il n'y a pas réellement de mise sur le marché des produits fabriqués par un établissement de santé. Donc, les notions de marquage CE n'existent pas, les notions d'organisme notifié n'existent pas. Mais à contrario, si le règlement exonère les établissements de santé du respect de certaines dispositions du règlement, comme on l'a vu, il a fixé et défini des critères et des verrous de sécurité spécifiques à cette pratique. Donc, l'enjeu en la matière était de trouver un équilibre entre la possibilité offerte à ces établissements de santé dans l'intérêt des patients et les nécessaires modalités de cadrage juridique, administratif, technique et médical. Donc, au terme de la présentation, on peut faire deux constats. D'une part, les conditions à l'exercice de cette fabrication in-house sont nombreuses et très restrictives, qu'il s'agisse des phases avant, pendant et après cette fabrication. Avant, il faut vraiment avoir fait une revue du marché, voir s'il n'y a pas de dispositif équivalent qui permettrait de répondre aux besoins identifiés. Pendant, il y a un certain nombre d'exigences générales de sécurité et de performance qui sont applicables et qui s'imposent aux établissements de santé. Et puis après, comme on l'a vu, un nécessaire suivi avec un plan de gestion des risques et puis un suivi clinique de l'utilisation du dispositif qui implique le choix et l'adoption de mesures correctives nécessaires.
Donc, des conditions d'une part très restrictives et exigeantes, et puis le corollaire, une responsabilité étendue de l'établissement en ce qui concerne les choix effectués, les moyens de mise en œuvre et de démonstration, et l'obligation d'être en mesure de tout justifier continuellement. Pourquoi, comment, pour qui, à chaque étape, que ce soit du projet de fabriquer aux vérifications de données cliniques dans la vraie vie, l'établissement est responsable des actions qu'il aura menées. Alors, pour arriver enfin au terrain tel que je le conçois, on est donc passé du texte à la pratique en passant par le décryptage et un essai de vulgarisation des dispositions du règlement. Mais on a cherché des exemples de DM in-house et je suis un peu forcée de vous dire qu'on a peu d'exemples concrets. Donc, soit parce que c'est une activité qui requiert des exigences et obligations qui sont extrêmement nombreuses, comme on vient de le voir, et restrictives. Soit aussi, c'est une possibilité parce que les produits fabriqués au sein des établissements de santé sont des DM sur mesure et donc hors du champ de l'article 5.5 pour lesquels les dispositions du règlement s'appliquent pleinement pour le coup. Donc, le constat, il est là. Par contre, on a eu quelques questions qui nous ont fait exclure du champ des dispositifs médicaux in-house les propositions qui nous ont été faites. On a eu des questions sur, par exemple, les guides de coupe. Donc, par définition, et vraiment sauf exception, ce ne sont jamais des DM dits in-house, enfin, qui peuvent être fabriqués de manière in-house. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a nécessairement, ou les 3/4 du temps, des DM équivalents disponibles sur le marché. Donc, la condition de l'absence de DM équivalent n'est pas remplie. Et puis, on a eu des questions aussi sur les fabrications sur site. Seraient-elles rendues possibles pour des raisons exclusivement économiques ou temporelles ? Donc là, il est clair que non, le DM in-house ne serait pas autorisé. Le c'est moins cher ou ça va plus vite ou les deux, ce n'est pas recevable. Ce ne sont pas des critères du règlement. Dès lors qu'il y a un DM identique sur le marché disponible, le c'est moins cher et ça va plus vite, non, ça ne rentre pas, je dirais, dans les cases de la fabrication dite in-house. J'en arrive à la conclusion. Alors évidemment, vous vous doutez bien que je vais encore répéter certaines choses, parce que ce que je voudrais que vous gardiez en tête, c'est bien évidemment le message véhiculé par cette présentation. Donc, comme j'ai dit, ce ne sont pas des DM qui sont mis sur le marché, pour lesquels la majorité des dispositions du règlement ne s'appliquent pas, mais qui sont quand même soumis à certains critères. Et au vu de la spécificité du sujet, on pourrait conclure que c'est donc une possibilité de pratique de soins qui intègre la fabrication d'un produit de santé, un dispositif médical en l'occurrence, qui peut donc être qualifié, au vu de tout cela, d'exceptionnel. Et ce que je voudrais faire là, en conclusion, c'est de redire ce que j'ai dit, mais en insistant à chaque fois sur le point principal, qui est évidemment le pourquoi du comment de l'ensemble de ces restrictions, c'est l'intérêt du patient. Je crois que je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire avant, mais il est clair que tout ce qui a été mis en place là, c'est dans l'intérêt du patient. Donc, c'est une pratique de soins qui intègre la fabrication d'un produit de santé qualifié d'exceptionnel dans l'intérêt du patient, puisqu'il n'y a pas d'alternative disponible. Il faut bien que les patients identifiés comme ayant un besoin pour lesquels il n'y a pas d'alternative disponible soient soignés. C'est une pratique qui est strictement encadrée, toujours dans l'intérêt des patients, et ce, bien que les dispositions du règlement ne soient expressément pas applicables, puisque, comme on l'a vu, il y a d'autres dispositions spécifiques qui ont été prévues. C'est une pratique qui combine, toujours dans l'intérêt des patients, des éléments de sécurisation qui portent à la fois sur la pratique et sur les produits, comme on l'a vu. Ce qui va du projet à l'utilisation, donc encore une fois, les phases du avant, pendant et après. Et puis enfin, c'est une pratique qui fait porter sur l'établissement de santé une responsabilité extrêmement lourde, vous l'aurez bien compris, qui est étendue, qui est exclusive et qui va surtout du début et à la fin de la chaîne, soit dès la décision d'y recourir jusqu'à l'utilisation du DM dans la vraie vie, en passant par les phases de conception, de fabrication, etc.
Je vous remercie. Merci beaucoup, Corinne. Il y a eu énormément de questions dans le chat et encore une fois, je redonne le message qu'on avait en entrée, hein, c'est-à-dire qu'on va essayer d'y répondre le plus efficacement possible. Et puis, certaines, je pense que vont aller nourrir une fac et je crois qu'il y a encore des questions de toute façon dont les contours resteront à préciser. Je pense que donc on a répondu à certaines questions dans le chat, il y en a eu beaucoup, donc on va garder trace du chat, hein, bien sûr, pour la suite. Je pense qu'on peut essayer d'ouvrir un petit, débat entre nous et en relevant quelques questions qui étaient dans le chat. Thierry, Corinne également. Je peux rassurer tout le monde, on n'a pas prévu de QCM à la fin, notamment sur les 3 slides rouges. Vas-y. J'avais une question peut-être sur la présentation logicielle. Donc, Valérie, si tu peux y répondre. La question était: l'élaboration du règlement a-t-elle prévu les logiciels d'intelligence artificielle à haut risque? Oui, alors il y a un règlement qui est en cours de draft qui concerne spécifiquement l'intelligence artificielle et qui englobe plusieurs réglementations, dont la réglementation des dispositifs médicaux, et qui va être amené à encadrer en fait tous les logiciels à haut risque, c'est-à-dire ceux qui ont déjà un organisme notifié, c'est-à-dire à partir de la classe 2A. Donc, tous les points qui ne seront pas abordés, qui concernent l'intelligence artificielle dans le règlement, seront couverts par ce nouveau règlement qui, normalement, devrait paraître, par contre, en 2024, je crois. Voilà. Je ne sais pas si Thierry va ajouter quelque chose. Non, je crois que c'était parfait, merci. Valérie. Alors Thierry, il y avait une question, mais je pense que Corinne a déjà largement répondu là-dessus, mais puisque la question est posée dans le chat, ça vaut peut-être le coup de la redonner. Quelle est la qualification des établissements de soins qui fabriquent mais qui ne remplissent pas les conditions de l'article 5.5? Je n'ai pas bien compris la question, parce que s'ils fabriquent et qu'ils n'utilisent pas, ils ne peuvent pas faire tout simplement de in-house. J'ai bien insisté sur le fait que les conditions étaient cumulatives. Il faut fabriquer ou modifier et utiliser dans la même entité juridique, qu'il n'y ait pas de transfert, que le tout soit fait sous le même toit, la même structure. Je vais essayer de traduire l'esprit de la question, si je l'ai bien comprise. Donc, ce serait un établissement de santé qui fabriquerait des DM, qui ne seraient pas des DM in-house selon la définition. Et donc, la question était un peu plus longue que celle que je viens de dire, qui était, du coup, quel est le statut de l'établissement? Parce qu'a priori, ce qui est écrit dans la question, ça ne répondrait pas à la définition de fabricant puisqu'il ne commercialise pas les DM. Je crois qu'il faut repréciser peut-être ce qu'est un fabricant. Bah, tu me complètes, Corinne. Donc, de ce que j'entends, en fait, on l'a dit, hein, le in-house, il y a la fabrication in-house, c'est vraiment des conditions cumulatives et qui font notamment, comme tu viens de le dire, que les dispositifs médicaux sont utilisés notamment dans la même entité juridique. Dès lors qu'il y a le terme que tu viens d'utiliser, Virginie, commercialisation, ou même à titre gratuit, ça consiste, et ça c'est défini comme une mise sur le marché. Donc, un établissement de santé qui serait amené à fabriquer un dispositif médical sans pour autant rentrer dans l'ensemble des critères définis au 5.5, deviendrait quelque part fabricant de ce dispositif médical, indépendamment du fait qu'il ait une vente, je veux dire une cession à titre onéreuse de ce dispositif ou une mise à disposition à titre gratuite de ce dispositif vers un autre établissement, vers des patients qui ne sont pas, qui ne lui sont pas propres. Et dans ce cas-là, l'établissement se retrouverait en infraction par rapport à ces dispositions de mise sur le marché de dispositifs médicaux in-house,
ou le cas échéant après, il pourrait rechercher, alors peut-être pas sous la même entité juridique, une capacité d'être fabricant de dispositifs en tant que tel. Je ne sais pas si Corinne, tu veux compléter? Oui, je peux compléter, revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, mais je crois que la question ne dit pas ce que fait l'établissement des DM qu'il va fabriquer, donc c'est un petit peu compliqué d'y répondre. En tout cas, soit il sera fabricant au sens du règlement stricto sensu, donc toutes les dispositions du règlement s'appliqueront, soit autre option éventuellement possible, c'est que l'établissement en question soit promoteur ou investigateur dans le cadre d'une investigation clinique. Mais la question ne dit pas la fin de l'histoire, donc j'espère qu'on y a répondu suffisamment. J'ai noté, alors j'ai noté différents points. Donc déjà la question de la responsabilité en lien avec le règlement de 1985 sur les produits défectueux. Corinne, je ne sais pas si on peut en dire grand-chose, mais enfin, dans un premier temps, la responsabilité de l'établissement de santé qui va procéder à de la fabrication de DM in-house verra sa responsabilité engagée sur la qualité et la conformité de ces dispositifs au titre des exigences du présent règlement sur les dispositifs médicaux. Alors, bien sûr, au titre de l'annexe 1 et de l'article 5.5, et j'irai même plus loin, l'établissement de santé verra sa responsabilité, enfin, engagera la responsabilité du directeur général, puisque comme je l'ai expliqué, c'est aussi une pratique. Donc, il y a une responsabilité tant au regard de la pratique que de la conformité produit. Alors, j'avais noté, enfin, je ne sais pas si vous voulez prendre d'autres questions, mais il y avait une question que je trouvais très intéressante et qui en couvre d'autres également. On va essayer d'y répondre avec Thierry notamment. Je la trouve très intéressante. C'est une question qui dit que la situation dans laquelle il n'y a pas de DM équivalent, mais néanmoins d'autres DM couvrant le besoin, peut-elle justifier du recours au DM in-house? Donc, de ce que je comprends, c'est qu'on n'a pas de DM équivalent au sens du règlement, mais que le cas échéant, d'autres techniques, voire d'autres techniques appuyées sur d'autres DM, permettent de couvrir le besoin. Est-ce que l'établissement peut quand même essayer de revendiquer du in-house? Une petite précision, le règlement précise DM équivalent ou permettant d'atteindre un niveau de performance approprié. Alors là, dans la terminologie, tout repose encore une fois sur la capacité de l'établissement à démontrer la notion d'équivalence et surtout de niveau de performance approprié. Voilà, une petite précision que je souhaitais ajouter. Alors, il y a eu plusieurs questions sur les notions de déclaration, de contrôle, d'autorité de contrôle. Je pense qu'on peut essayer d'y répondre sur la base. Alors, il y a des choses qui ne dépendent pas des prérogatives de l'ANSM. Il y a des transcriptions en droit national, mais je pense qu'on peut quand même répondre sur les grandes lignes en termes de ce qui est en train de se mettre en place en termes de déclaration notamment. Oui, on peut tenter de donner les grandes lignes. C'est vrai qu'à l'instant où on vous parle, le texte n'est pas adopté, mais je crois, sauf erreur, qu'il a été externalisé et soumis à consultation. Il est clair que concernant les déclarations, et comme je l'ai expliqué, il y aura dans l'esprit une double compétence, puisque comme je l'ai vraiment, enfin, j'ai essayé de faire passer le message, il y a un aspect pratique, un aspect produit. Tout ce qui va relever de la pratique et de l'établissement de santé va relever du champ de compétences des ARS. Donc, il y aura forcément un aspect de la déclaration qui sera à faire auprès des ARS. Il y a un aspect déclaration produit qui doit être fait également, pour lequel j'ai expliqué que l'ANSM, en tant qu'autorité compétente en matière de produits de santé, serait également compétente en la matière. La répartition n'est pas encore tout à fait figée, et surtout la répartition sur la déclaration des produits, l'essentiel étant en tout état de cause que l'on ait à notre disposition en tant que de besoin les documents nous permettant d'exercer nos missions de contrôle, de surveillance du marché. Et c'est de toute façon et en tout état de cause ce à quoi on veille et ce sur quoi on est très vigilant, pouvoir disposer de l'ensemble des éléments pour exercer nos missions. Alors, ça me permet d'étendre sur une autre question qui a été posée. Donc, on
vient d'y répondre, il y aura bien une surveillance du marché de ces dispositifs fabriqués in-house. D'une part, par ces obligations de déclaration, à la fois des établissements, les fabricants, mais également donc des informations qui remonteront à l'ANSM. Par ailleurs, l'ensemble de ces dispositifs seront soumis, bien sûr, aux règles de matériaux-vigilance. Thierry? Oui, du coup, moi je rebondis sur ce que tu viens de dire, d'où le rappel, hein, c'est-à-dire les obligations qui sont liées à ce statut d'in-house pour les établissements de santé qui se lanceraient dans la fabrication de ce type de produit. Il faut bien voir quand même qu'il y a une sorte d'obligation il y a une obligation de moyens, il y a de la documentation technique à construire, il y a des connaissances réglementaires à maintenir, il y a de la veille, parce qu'on peut imaginer qu'un produit est indisponible à un moment donné, ça doit répondre à une des questions, mais que ce n'est pas, je veux dire, vrai 3 mois plus tard, 4 mois, 6 mois plus tard. Donc, finalement, ce qui pourrait être in-house à un moment donné peut très bien ne pas l'être à vie. Il y a des obligations aussi en termes de capacité d'investigation. Voilà, à partir du moment où il y a une fabrication de dispositifs, il y a aussi un système de matériaux-vigilance, de déclaration, d'investigation, d'action corrective. Voilà, tout ça, il faut être aussi en mesure de mettre cela en œuvre. Il y a tout ce qui concerne la fabrication, l'entretien, la maintenance de ce type d'équipement. Voilà, enfin, tout ça, quand même, il faut prendre conscience que le règlement le permet, mais le règlement l'encadre aussi. Et il faut prendre conscience que ce n'est pas voilà, quelque chose que l'on peut faire comme ça, une fois, pour un patient. Et donc prendre conscience qu'il y a des obligations qui sont liées à la fabrication de ce type de produit. Une question dans le chat sur la notion d'équivalence. Je ne sais pas si on peut en dire quelque chose. Par DM équivalent, vous entendiez mêmes indications, même balance bénéfice-risque, et donc pas lié à des différences de technologie. Oui, je confirme, c'est exactement ça, hein. Il n'y a pas de critères d'équivalence. Il faut vraiment que le niveau, ce que je disais tout à l'heure, que le BR soit positif et permette de répondre aux besoins identifiés par l'établissement de santé. Donc, pas d'équivalence en termes de technologie ou de mécanisme. Alors, j'ai vu également une question posée sur les objectifs d'une investigation clinique en matière de DM in-house. Je remonte dans les questions. Je crois que ce point-là aussi, on peut peut-être l'évoquer parce que la question de l'investigation clinique pour le DM in-house se pose. Je sais pas, moi, je donnerais un petit peu ma position sur la question. Comme on l'a dit tout à l'heure, là, il y a de toute façon, on va utiliser un dispositif médical, fût-il de fabrication in-house. Il va devoir être démontré conforme à cette annexe 1, donc aux exigences générales de sécurité et de performance. Et aujourd'hui, en termes d'état de l'art, et je laisserai mes collègues compléter, il est difficile d'envisager que cette démonstration de performance et de sécurité puisse être atteinte sans qu'il y ait une investigation clinique à un moment. Alors après, le format et la portée de cette investigation clinique et ses objectifs seront définis également en fonction du dispositif médical considéré. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, mais compléter, c'est, je dirais, une évaluation clinique et éventuellement une investigation clinique en fonction aussi de la classe du produit. En fait, hein. Il faut aussi se poser ces questions. Quelle classe? Comment positionner ce dispositif in-house finalement dans le règlement? Après, le dispositif in-house est peut-être un dispositif sur mesure, mais pas nécessairement. Auquel cas, il y a des exigences qui s'appliquent aussi
via l'annexe 13, on parle de suivi clinique après commercialisation. Enfin, il y a aussi une organisation qui est liée un petit peu à cela, mais je dirais, pour compléter, évaluation clinique et voilà, le cas échéant, ça dépend de la classe, bien évidemment. Investigation, oui. Thierry, on a aussi pas mal de questions, je ne vais pas toutes les reprendre, mais qui touchent à la CFAO dans ce domaine-là. Peut-être que tu veux faire un rappel un peu là-dessus ou sur la place de la CFAO. On va le faire de concert entre Thierry, je pense. On a eu pas mal d'échanges dans le chat, en effet. Alors, il y a notamment sur la question du DM in-house va se poser notamment dans le domaine de l'art dentaire. Donc, je pense qu'il y a encore alors, je ne vais pas dire un webinaire à faire sur le sujet, mais je pense qu'il y a encore pas mal de questions qui resteront à voir, notamment sur la définition des établissements de santé et certaines questions qui ne dépendent pas uniquement de l'ANSM et qui restent à cadrer. Et sur la question de la CFAO, oui, alors ça reste encore une fois, et je pense que la première clé de qualification, hein, on l'a dit, c'est le DM en tant que tel et pas une technique. Or, la CFAO est bien une technique de fabrication. Donc après, la justification de faire ou pas du in-house avec une méthode de CFAO, on va le regarder par rapport au DM qui sera fabriqué et à l'absence, et notamment un des critères, donc l'absence d'équivalence marquée CE disponible sur le marché et pas uniquement sur cette CFAO. Je ne sais pas si... Je voudrais juste préciser que j'espère que cette question a été posée avant que j'aborde la slide qui distinguait le DM in-house du DM sur mesure et de la fabrication 3D. Sinon, malheureusement, on va passer au QCM pour tout le monde. Oui, et dans le domaine dentaire, je pense qu'il y a beaucoup de produits qui sont disponibles sur le marché. Et ce qui limite, à mon sens, véritablement les possibilités de faire du in-house, voire drastiquement. On arrive vers la fin. Je vois encore quelques questions. Un même DM in-house peut-elle être utilisé dans plusieurs hôpitaux d'un réseau hospitalier, histoire d'espérer une investigation clinique plus solide? Ça fait partie des questions qu'il faudra qu'on voit. Mais encore une fois, on a bien précisé sur cette notion d'entité juridique et de patient utilisé au sein d'une même entité juridique. Voilà. Et Et dire, certes, il faudra qu'on la voie chez nous, mais c'est surtout à l'établissement de santé de voir auprès de sa direction générale en termes d'entité juridique. C'est une question qui est vraiment purement juridique. Moi, quand on parle de réseau, je ne sais pas si ce sont des structures qui font partie de la même entité juridique. Là, pour le coup, c'est vraiment du cas par cas. Et puis pour conclure, j'ai vu une question également sur le fait de cette notion de transfert juridique et quid quand on transfère vers le patient. Non, parce que là, quand on parle de transfert d'une entité juridique à une autre, c'est vraiment un sens commercial du terme, c'est-à-dire une cession du matériel. La cession vers le patient, ça correspond à l'utilisation du patient. Donc on est là réellement sur ce qui définit la mise sur le marché et l'utilisation. Voilà, je crois qu'il est 15h56. On arrive vers la fin de ce troisième webinaire. Donc, le prochain, il aura lieu le 26 janvier. Il sera avec les mêmes modalités. Donc, techniquement, je pense que ça fonctionne. On va récupérer l'ensemble des discussions dans le chat. Et le cas échéant, on essaye pour le mieux de compléter le site internet et notamment une fac qu'on va essayer de nourrir. On aura bien sûr la mise en ligne de l'ensemble des présentations de ce jour. Il me reste à vous remercier tous d'avoir assisté à ce webinaire. Et puis, je renouvelle encore une fois les remerciements aux personnes de mon équipe et tout particulièrement Valérie Soumet, Corinne Maillard et Thierry Thomas qui ont préparé
ces slides et fait cette présentation. Et puis également Virginie Gueff, qui a tenu les questions et le chat. Et également Lara Lenné, David Dehaeno, qui était à la technique avec Alban Coudouel du service de la communication. Je pense que j'ai oublié personne. Franchement, merci à tous. C'est un exercice toujours un petit peu compliqué pour nous. On commence à s'y habituer. Enfin, en tout cas, je trouve qu'il est très pratique et on va continuer comme comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, déjà avec un programme qui doit s'étendre jusqu'à mi-avril, avec un webinaire sous cette forme toutes les 6 semaines. Merci à tous et au revoir.